Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Voici la première partie de cet entretien exceptionnel avec monsieur Jean-Louis Victor, ésotériste, encyclopédiste, auteur de plus d'une trentaine de livres dans le domaine de l'ésotérisme, dont son tout dernier, Adieu la Terre, publié chez Louise Courteau Éditrice. Voici donc le début de cet entretien qui dure plus d'une heure et disponible dans le club créé, salle 801 et 802. Bonne écoute. Monsieur Jean-Louis Victor, pouvez-vous nous définir la différence entre ce qu'est la parapsychologie et l'ésotérisme? Les deux mots, effectivement, sont différents. Les sujets aussi et les études qui ont rapport à la parapsychologie et à l'ésotérisme sont également très différentes. On peut dire que la parapsychologie, c'est l'application pratique des phénomènes que l'on appelle paranormaux, entre guillemets. Je crois autrement dit, la parapsychologie devait étudier des phénomènes qui sortaient du cadre de la psychologie classique reconnue, mais qui n'entraient pas encore dans la pathologie. Et le mot de parapsychologie, depuis cette époque-là, va se mettre à étudier tous les phénomènes un peu en marge de la psychologie classique, mais qui sont normaux. Ensuite, le mot va évoluer. En 1921, le grand spécialiste de ces questions, qui est le docteur Gelé, va s'intéresser à ces termes, va s'intéresser à ces recherches et change totalement, en accord d'ailleurs avec le professeur Charles Richet, qui était prix Nobel de médecine, en raison de ses travaux sur l'anaphylaxie en médecine, va changer de terme. Il va appeler la parapsychologie la métapsychique. Et la métapsychique va se diviser en deux groupes de recherche. D'une part, ce que l'on va appeler la métapsychique subjective, d'autre part, la métapsychique objective. Qu'est-ce que ça veut dire? La métapsychique subjective, c'est davantage axé sur l'idéal que représentent ces questions, sur la philosophie de ces questions au niveau intérieur, et la métapsychique objective va se situer au niveau des faits concrets, c'est-à-dire étudier la télépathie, la télékinésie, qui est le déplacement des objets à distance par la force de la pensée, et tous ces phénomènes quantifiables, mesurables, concrets. Puis le terme va encore évoluer, et on va revenir vers les années 70 au mot de parapsychologie, mais cette fois-ci, la parapsychologie va se diviser en deux grands groupes de recherche. Il va y avoir ce qu'on va appeler la parapsychologie finaliste, qui s'intéresse aux phénomènes de réincarnation, aux hypothèses très avancées dans la communication d'existence qui peut exister entre les différents mondes. Ça, c'est la parapsychologie finaliste. Entre dans ces groupes de recherche, comme on disait, des hypothèses très hardies, et surtout dans la communication avec d'autres plans d'existence. Il faut bien insister là-dessus. Et la parapsychologie finaliste va s'appeler psychonautique. Et ensuite, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la parapsychologie mécaniste ou psychotronique, qui s'intéresse de nouveau aux phénomènes mesurés, quantifiables, observables. Ce qui revient à dire, en termes simples et clairs, que les gens s'intéressent beaucoup plus à la parapsychologie mécaniste ou psychotronique parce que ça se voit, ça se mesure, ça s'expérimente. Donc on en est là. On en est là, depuis quelques années, à essayer de prouver qu'il existe un lien entre les forces intérieures, entre l'énergie de la pensée et son influence sur la matière. Donc c'est bien important. Et le mot de parapsychologie va étudier tout cela. Le grand événement, c'est que désormais, la parapsychologie n'est plus à part des recherches. L'évolution s'est faite. Et dans de nombreuses universités, on a inclus comme département de recherche la parapsychologie en tant que pratique, en tant qu'expérimentation, en tant que département nouveau dans la recherche psychologique, apportant des lumières évidentes, nouvelles et constructives dans la psychologie classique. C'est pour cela qu'actuellement, à cause de l'influence de la parapsychologie, on se met à ouvrir un autre département de recherche que l'on appelle la parapsychanalyse. Le travail important de Louis Bélanger, ça a été de rationaliser l'irrationnel avec beaucoup de méthodes d'application et de travail. On lui doit ça. Et le mot psychologie, à mon avis, et ça n'engage que moi, est beaucoup plus précis que parapsychologie.
Oui, parce qu'avec parapsychologie, on dirait que c'est toujours à l'écart de ou à l'extérieur de parapsychologie, c'est Voilà, ça? voilà. Alors que psychologie, on a l'impression vraiment d'entrer dans le domaine du mental ou de Oui. la pensée. Ah tout oui. le reste. D'ailleurs, le terme psychologie a droit de citer, on parle maintenant davantage de psychologie plutôt que de parapsychologie. Mais disons que dans le grand public, on a l'habitude de parler de parapsychologie. C'est malheureusement, on met tout là-dedans. Mais il faut, je crois, redéfinir tout ça, et le mot psychologie est très précis et parfait pour ces questions. Nos gens qui nous écoutent doivent être à l'avant-garde dans ce domaine, et maintenant, peut-être qu'ils utiliseront le terme psychologie au lieu d'utiliser le terme ancien de parapsychologie. Ah oui, c'est à conseiller en tout cas. Mais avant de voir ce que étudie la parapsychologie, pouvez-vous nous définir maintenant l'ésotérisme? L'ésotérisme, c'est la philosophie de l'occultisme. Il y a une différence à faire entre ésotérisme et exotérisme. Commençons par le concret, par l'apparence. L'exotérisme, c'est l'intérêt que l'on peut porter à ce qui se dégage des aspects concrets de la vie. C'est l'observation de l'apparence, c'est l'observation de l'objectivité, c'est l'observation de ce qui se voit, de ce qui se côtoie dans le quotidien. Ça, c'est l'exotérisme. Et par rapport à l'exotérisme, se définit une philosophie que l'on applique très bien ici en Amérique, qu'on appelle le pragmatisme. Dans le pragmatisme, c'est la philosophie de l'exotérisme, puisque par rapport au concret, on voit comment on peut finaliser, comment on peut s'ajuster avec cela, comment on peut s'adapter aux événements concrets, objectifs de la vie quotidienne. Ça, c'est l'exotérisme, exotérisme extérieur. L'ésotérisme, c'est évidemment l'inverse. L'ésotérisme, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire la philosophie du soi intérieur, ce que Placide Dabrowski appellerait le voyage intérieur. C'est cela, c'est l'ésotérisme, c'est tout ce qui se ressent. C'est tout ce que malheureusement nous avons un peu perdu dans notre civilisation qui s'est trop intéressée à l'extérieur. Il faut revenir à l'intuition, il faut revenir au ressenti intérieur, il faut revenir à l'instinct. Et c'est le mental qui nous a enlevé ce sens inné, intuitif de l'ésotérisme. Or, par la tradition, par les recherches sur le sens sacré des événements, on peut revenir à l'étude subjective, c'est-à-dire à l'étude de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se passe derrière les faits. Ce qui manipule finalement l'extérieur, ce n'est pas l'extérieur qui manipule l'extérieur. L'extérieur n'est que l'apparence visuelle de ce qui s'est passé dans le fond. Si vous voulez, on utilise souvent une image pour montrer ce qui se passe à l'extérieur et la différence qu'il y a entre ésotérisme et exotérisme. Si l'on place une bulle d'air au fond de la mer, on ne la voit pas tout de suite. Mais donc le travail se fait en profondeur. Mais lorsqu'elle arrive à la surface, elle fait une bulle, elle éclate, on la voit. Donc, toute manifestation, et ça c'est bien important, toute manifestation exotérique est déjà programmée par une manifestation qui ne se voit peut-être pas, mais qui est en profondeur, c'est-à-dire ésotérique. Ce qui vient de l'intérieur remonte automatiquement à la surface. Il y a un lien qui se fait donc entre l'invisible et le visible. Et j'ajouterais que c'est une loi fondamentale cosmique, c'est une loi de la Terre. Pouvez-vous nous expliquer, nous éclairer sur la réincarnation? Je crois qu'il faut, à ce moment-là, comme il ne peut savoir que ce qu'il a appris et qu'il ne l'a pas appris, d'où ça vient, quelle est l'origine, à 4 ans, quand nous sommes à composer la musique, quelle est l'origine de ce talent. C'est là, à mon avis, ça n'engage que moi, qu'il y a la preuve de la vie antérieure. Par les enfants prodiges, et ils sont nombreux actuellement, on a une certaine idée de ce qu'ils ont fait d'abord et de ce qu'ils peuvent exprimer. Alors là, 2 catégories possibles. Vous avez, mettons, un enfant de 4 ans, prenons Mozart par exemple, qui composait très jeune sans avoir appris la musique. Vous allez me dire, il est né dans une famille de musiciens. C'est vrai, c'est vrai. Donc il a bénéficié d'un climat favorable qui allait comprendre son talent. Un musicien va vite repérer le talent. Hein. Et donc il est né là-dedans. Mais il a mené son talent d'ailleurs. En personnalité, il a mené d'ailleurs. Alors là, il y a 2 catégories. Oui, Jean-Louis Victor est très intéressant, n'est-ce pas? Et très compétent. Alors, pour entendre l'intégrale de cet entretien, je vous invite dans notre site, dont l'adresse est ici en bas de l'écran, et adhérer au club créé, club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, salle 801 et 802. Au plaisir de vous retrouver parmi nos abonnés ou comme simple visiteur de ce site très vaste. À bientôt!